C'est fait et c'est définitif. Tous les fils du Mali réconciliés. L'accord d'Alger a été finalement signé par la coordination des mouvements de l'Azawad cet après-midi. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, satisfait et très ému à saluer cette signature historique qui met désormais le Mali sur le chemin d'une paix définitive et durable. Un seul titre pour ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Mali, plus que jamais, dans sa diversité, à travers la cérémonie de parachèvement du processus de signature de l'accord pour la paix et la réconciliation. Le gouvernement et la plateforme qui avaient déjà signé le 15 mai dernier ont salué ces dénouements heureux. La coordination des mouvements de l'Azawad qui vient de rejoindre les groupes signataires s'est dit prête pour la phase de mise en œuvre. Bref, c'est pour dire que toutes les parties sont partantes pour le renouveau du Mali. Sira Bachili a suivi pour nous la cérémonie de parachèvement des signatures de l'accord de paix et de réconciliation nationale. Le Mali retrouve tous ses fils. L'appartenance à la même nation a finalement pris le dessus sur toute discorde. La coordination des mouvements de l'Azawad rejoint la famille et Sidi Ibrahim Ould Sidati appose sa signature au bas du document de paix convenu à Alger au nom de toute la coordination. Sa signature vient compléter celle du gouvernement du Mali et celle de la plateforme. L'accord d'Alger est ainsi parachevé et définitif. Nous rendons hommage actuellement et maintenant au gouvernement malien qui a œuvré à réaliser ce que tous les gouvernements précédents n'ont pu réussir, à savoir une issue hautement porteuse d'espoir pour régler un conflit devenu étonnement récurrent. Il a surmonté plusieurs obstacles destinés essentiellement à le faire échouer, car le monde n'est pas fait que des partisans de la paix. Mais la bonne volonté et l'engagement de tous les acteurs concernés ont eu raison à ces desseins funestes. Le résultat de cette bonne volonté et de cet engagement est aujourd'hui là. Un accord qui n'est certes pas parfait, mais un accord constituant une base de travail pour entamer un processus complémentaire sur la base d'un dialogue direct, objectif, mais sans violence. Un dialogue exigeant, mais sur la base des dispositions consensuellement arrêtées et mutuellement respectées. Et un dialogue qui nous conduira ensemble à trouver enfin une solution satisfaisante pour tous. Le chemin est donc balisé pour la paix. Aux Maliens maintenant de veiller à sa mise en œuvre. En tout cas, la CMA donne sa parole. La paix, cette denrée précieuse que le monde entier recherche, est aujourd'hui indispensable. La coordination des mouvements de l'Azawad s'engage à s'y appliquer avec toute sa bonne volonté, comme d'habitude. Et c'est l'occasion pour la CMA de rappeler qu'une paix ne se gagne jamais uniquement à partir d'une simple signature. Elle naît du respect des engagements qu'a prescrit cette signature, de la bonne foi et de la volonté politique des parties concernées. Quant à la réconciliation, elle se signe dans les faits, dans la bonne cohabitation, dans l'intériorisation du statut particulier de l'être humain. Plus concrètement, elle commence par l'arrêt total de tout ce qui vise l'humiliation et le rapetissement des populations. Donc l'arrêt total du comportement générateur des griefs, des rancunes et des ressentiments. Pour la plateforme qui avait déjà signé l'accord le 15 mai dernier, toutes les chances doivent être données à cet accord pour sa réussite. Saurions-nous assumer nos responsabilités face à l'histoire qui nous interpelle? Convaincus que le destin de notre peuple se joue à nouveau ici et maintenant, les mouvements membres de la plateforme et de la CEMA doivent s'engager résolument à donner à cet accord toutes les chances de succès, afin que les anciens territoires des anciens empires du Ghana, du Mali et du Songhai soient définitivement libérés de tout risque de conflit fratricide.
Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale se réjouit de cet aboutissement. Lui qui a suivi et pris part à tout le processus. Pour Abdoulaye Diop, cette signature est un signe de réconciliation nationale. La signature qui permettra à notre pays d'envisager l'avenir avec plus d'optimisme. Elle permettra également d'engager le peuple malien tout entier dans la voie de la réconciliation nationale, de la cohésion sociale, de l'unité nationale retrouvée et de la reconstruction du pays. C'est le lieu de saluer le sens de la responsabilité et du patriotisme de l'ensemble des acteurs qui se sont engagés avec courage et persévérance dans le processus du dialogue intermalien inclusif dont la hardiesse est aujourd'hui récompensée. Les témoins étaient nombreux ce 20 juin 2015 au Mali. 6 pays africains, dont le Niger et le Tchad, ont tenu à être de la cérémonie en plus de la CEDEAO, de l'Union africaine, bref, de la communauté internationale. Les anciens chefs d'État, anciens premiers ministres ont également honoré de leur présence à cette cérémonie. Une image que l'histoire retiendra sûrement. L'Algérie et la MINUSMA s'engagent aux côtés de notre pays pour sa stabilité, son unité, son intégrité territoriale. Le chef de file de la médiation internationale et le représentant spécial des Nations Unies et chef de la MINUSMA l'ont fait savoir dans leur discours d'ouverture. Faisons le point avec Daouda Sidiki Diarra. En tant que chef de file de la médiation internationale dans les négociations intermaliennes, l'Algérie a pris part à la cérémonie de parachèvement du processus de signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Ramtan Lamamra, dans son discours d'ouverture, s'est réjoui d'entrée de jeu de la présence de certains leaders de la CEMA à la cérémonie. Je voudrais reconnaître avec joie dans la salle les frères et amis Al-Gabas Aguintala, reconnaître aussi Sidi Ibrahim Ould Sidat, Jerry Maïga et tous les autres frères et amis qui sont parmi nous en cette date historique qui est devenue jumelle de celle du 15 mai et qui, ensemble, marque un nouveau départ, une nouvelle opportunité et une nouvelle destinée pour cette grande nation malienne qui nous reçoit aujourd'hui avec hospitalité et générosité. Je voudrais d'abord, Monsieur le Président de la République du Mali, vous transmettre les salutations chaleureuses de votre frère, le Président Abdelaziz Bouteflika, qui associe à ces salutations, ces félicitations et celles du peuple algérien pour une réémergence à la date d'aujourd'hui avec l'événement que nous célébrons aujourd'hui de la nation malienne plus que jamais unie sur la scène de l'histoire avec le potentiel qui est le sien pour assurer à tout son peuple les bienfaits d'une vie qualitativement meilleure dans la réconciliation, dans l'unité, dans l'intégrité de son territoire, dans la cohésion de son tissu social et aussi dans la solidarité active avec les différentes couches de sa population comme avec les peuples frères des pays voisins. Le représentant spécial des Nations Unies, chef de la MINUSMA, a félicité le peuple malien pour cette journée dédiée à la paix. Aujourd'hui, c'est un grand jour de paix pour le Mali. 2 ans après l'accord préliminaire de Ouagadougou, l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali devient complet par l'adhésion de l'ensemble des parties du processus de paix. Aujourd'hui, le Mali écrit une page importante de son histoire et ce grand pays prend son envol pour une paix réversible. Certes, cet accord n'est pas la paix, car celle-ci ne se décrète pas, mais il établit les conditions pour la construire et tracer le chemin le plus sûr pour y parvenir. Certes, cet accord n'est pas la réconciliation, mais il propose des bases qui contribuent à la refondation du Mali.
Oui, aujourd'hui c'est un jour de paix pour le Mali. Et demain sera le premier jour de la mise en œuvre inclusive de cet accord. Une mise en œuvre qui exigera courage et persévérance, mais aussi bonne foi et bonne volonté d'aboutir. Monji Amdi a invité les Maliens à regarder dans la même direction. Aussi a-t-il déclaré que la communauté internationale sera aux côtés du Mali, mais ne fera pas la paix à la place des Maliens. Le chemin vers la paix est semé d'embûches. Il y aura des moments de doute et de découragement, des tensions et de la méfiance, mais en signant cet accord le 15 mai dernier et aujourd'hui, vous avez pris l'engagement devant 16 millions de Maliennes et de Maliens et devant toute la communauté internationale à construire ensemble le Mali de demain. Car c'est au gouvernement du Mali, à la coordination et à la plateforme de joindre maintenant l'acte à la signature. L'heure est venue pour l'ensemble des Maliens de conjuguer leurs efforts pour que plus jamais le Mali ne revive les affres de la division. Il vous appartient de vous mettre au travail avec l'aide et l'appui des Nations Unies à travers la MINUSMA et les pays amis du Mali, ainsi que des autres partenaires bilatéraux et multilatéraux. Voilà, une nouvelle page de l'histoire de notre grand peuple vient en effet de s'écrire. Et c'est un président de la République satisfait et surtout très ému qui s'est adressé aux Maliens. Ibrahim Boubacar Keïta a salué cet acte historique qui met désormais le Mali sur le chemin d'une paix définitive et durable. Nous sommes ensemble, a souligné le chef de l'État avant de rassurer ses compatriotes de sa totale disponibilité à mettre en œuvre l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Retour sur les grandes lignes de l'intervention présidentielle avec Bourama Traoré. C'est l'image du Mali réconcilié avec lui-même. Le processus de signature de l'accord pour la paix et la réconciliation est ainsi parachevé. Un autre acte historique qui réjouit le peuple malien, avec sa tête le chef de l'État très ému. Ce jour est merveilleux. Ce jour n'a pas son pareil. Ainsi pourrais-je qualifier ce 20 juin. De vous voir tous, nos frères et nos sœurs, ici réunis aujourd'hui, dans une grande espérance, une grande confiance en la République, nous êtes un vif plaisir. Vif plaisir. Et Inch'Allah, nous ferons en sorte que nul ne soit déçu. L'acte de ce 20 juin 2015 est le fruit d'intenses négociations, résultat d'un effort collectif selon le président de la République, pour qui le dialogue a eu raison des armes. L'accord conclu est une base solide pour travailler à la restauration de la paix, de la sécurité et de la stabilité de notre cher pays, le Mali. Il offre un cadre de réconciliation des cœurs et des esprits, un cadre de cohésion sociale, de renforcement de l'unité nationale. Il faut le dire avec force, par la dynamique positive de paix et de réconciliation qui sera créée, la mise en œuvre de l'accord ouvrira de nouvelles perspectives pour le développement. Le plus difficile commence désormais, celui de la mise en œuvre du contenu de l'accord. Le président de la République en a conscience. Pour réussir cette étape cruciale, dit-il, il faut donc un engagement commun. La mise en œuvre de l'accord nécessitera l'engagement de chacun et la mobilisation sincère de tous les acteurs concernés et de tous les Maliens unis dans l'action. Tous les Maliens dans l'action, unis dans l'action. Son application demandera certainement de la part des Maliens un travail acharné, car les questions sont complexes et les moyens à mobiliser importants. Je suis persuadé que si nous nous rassemblons, ce dont je ne saurais douter, l'appui et l'accompagnement de la communauté internationale suivront. Permettez-moi ici d'aborder la question combien importante de la réconciliation nationale. La nation malienne n'est fondée ni sur la couleur de la peau, ni sur la religion, ni sur une langue particulière, encore moins sur une aire géographique limitée. Elle est l'aboutissement d'un long
passé d'efforts communs, de souffrances partagées et de lourds sacrifices consentis. L'histoire du Mali, sa grandeur et son rayonnement à travers les siècles n'ont jamais été le fait d'un seul groupe ni d'une seule communauté. Aussi loin qu'on remonte dans notre passé si riche, notre nation a toujours tiré sa force de sa diversité faite de nuances. Le Mali est et restera un carrefour de rencontres, de valeurs de civilisation et de culture. Pourquoi nous parlons souvent d'un humanisme soudanien? Nous devons préserver cet héritage en continuant d'incarner ensemble, unis dans notre diversité, la grandeur du Mali, sa dignité, son honneur, sa foi en l'homme, bref, son humanisme. Le président de la République s'est dit convaincu d'une chose, la meilleure solution à la crise du Nord est celle qui provient des Maliens eux-mêmes, d'où la nécessité d'une adhésion du peuple malien à la mise en œuvre de l'accord. J'exhorte enfin le peuple malien, vaillant peuple, peuple courageux, peuple de foi, peuple digne et debout. Je l'exhorte, ce peuple-là, dans toutes ses composantes, à se mobiliser pour la mise en œuvre heureuse et efficace de cet accord de paix. Et de poursuivre que l'heure est venue de tourner définitivement la page de la crise et de regarder l'avenir avec espoir. Désormais, nous sommes ensemble. Le président de la République n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage à l'équipe de médiation conduite par l'Algérie et à toute la communauté internationale. L'engagement sincère des uns et des autres a permis de voir ce jour historique. Et vous pourrez suivre l'intégralité du discours du chef de l'État demain après le journal télévisé. Toujours au CICB, Aoui Touré nous précise que les choses vont vite. Juste après la cérémonie de signature, le comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord a été officiellement installé. Quelles sont ses prérogatives ou sa composition? Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, nous donne des réponses. Le comité de suivi qui est prévu par l'accord est un comité de suivi qui est piloté par l'Algérie, mais aussi qui comprend l'ensemble de l'équipe de médiation internationale, c'est-à-dire la CEDEAO, l'Union africaine, l'OCI, l'Union européenne, l'Union africaine, mais aussi les pays voisins, le Burkina, le Niger, le Nigeria, le Tchad et la Mauritanie. Il y a aussi les parties maliennes, c'est-à-dire le gouvernement, mais aussi la plateforme, la coordination et tous les mouvements signataires. À ceci, il convient aussi d'ajouter tous les pays membres du Conseil de sécurité qui ne sont pas déjà dans la médiation comme la France qui fait déjà partie de la médiation élargie. Donc c'est un peu tout ce dispositif qui est en place maintenant pour accompagner. En fait, la médiation se transforme maintenant en comité de suivi avec maintenant la participation de toutes les parties signataires. Et le siège à Bamako? Le siège est à Bamako, il est censé se réunir tous les mois. Il doit adopter un chronogramme de travail qui est basé aussi sur tous les engagements identifiés au terme de l'accord. Donc nous allons pouvoir organiser et puis les structurer autour de 4 groupes thématiques. Un sur la question de défense et de sécurité, un autre sur la question politique et institutionnelle, un autre groupe sur la question de développement et un dernier sur la question de réconciliation. Mais il y a aussi un certain nombre de comités et de groupes de travail qui doivent être mis en place. Par exemple, pour le processus de désarmement, il y a aussi des groupes de travail spécifiques qui seront mis en place. Donc c'est un peu ce groupe qui doit maintenant veiller à l'application de l'accord, voir identifier avec les parties quelles sont les difficultés par rapport à la mise en œuvre, quel accompagnement est nécessaire et faire les rappels nécessaires aussi à toutes les parties par rapport à la tenue des engagements qui ont été aussi agréés. Et une des tâches essentielles, c'est l'organisation d'une conférence des donateurs, par exemple, pour pouvoir identifier tous les besoins par rapport à l'application de l'accord et mobiliser la communauté internationale autour de ça. Vous avez donné un chronogramme, un délai vraiment pour
sur tout cela? Vous savez, l'accord, il y a un chronogramme précis. Depuis l'entrée en vigueur de l'accord le 15 mai déjà, le délai commence à courir. Mais comme on avait une partie importante, la CMA qui n'avait pas encore signé, c'était quand même une complication. Aujourd'hui, tout le monde est à bord. On peut considérer qu'à partir de ce soir et de cette première rencontre inaugurale du comité de suivi, les délais commencent à courir. On a des choses à faire au bout de 30 jours, au bout de 60 jours, jusqu'à la fin de cette période intérimaire qui va durer à peu près 24 mois. Le train de la paix a démarré. Absolument, il faut que tout le monde soit à bord. Voilà ce qu'on pourrait dire ce soir de la cérémonie de parachèvement de la signature de l'accord de paix et de réconciliation nationale. Et toujours par rapport à ce parachèvement, la Convergence pour le développement du Mali, CODEM, félicite le gouvernement de la République du Mali pour avoir mené à bien sa mission, renouvelle son hommage et sa gratitude à l'Algérie pour ses efforts de médiation à trouver une solution pacifique et durable afin de mettre fin au conflit, adresse ses remerciements à l'ensemble des acteurs du processus de paix et de réconciliation au Mali. Sur un tout autre plan, une réunion du 8e comité bilatéral stratégique Mali-Algérie s'est tenue ce matin au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il s'agissait au cours de cette rencontre de discuter entre autres de la coopération stratégique entre le Mali et l'Algérie et la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Mahamadou Doumbia, reportage. Au cours de cette rencontre du 8e comité bilatéral stratégique, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali et celui de l'Algérie ont échangé sur plusieurs points relatifs à la coopération bilatérale, la lutte contre l'insécurité, mais aussi l'accord de paix signé en date du 15 mai et celui du 20 juin 2015. Selon le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale d'Algérie, ce comité bilatéral témoigne de l'exemplarité de l'amitié entre le Mali et l'Algérie. Avec la signature de l'accord de paix et de réconciliation, c'est une nouvelle étape qui s'ouvre et cette nouvelle étape implique également une mission accrue pour ce comité stratégique bilatéral qui agira comme un véritable laboratoire d'idées, de propositions, de solutions qui pourraient être soumises au reste de la communauté internationale, au reste des participants au comité de suivi. Ablaye Diop souhaite que la paix s'instaure au Mali afin de mettre fin au train de vie de nos réfugiés qui frise l'indignité. Avec l'étape que nous atteignons aujourd'hui, je crois que nous ne pouvons que marquer notre satisfaction, marquer aussi notre plaisir d'être à cette étape, mais en même temps, nous sommes conscients que nous nous engageons aussi dans une nouvelle phase, qui est celle de la mise en œuvre, et nous ne doutons pas, vu l'engagement et la qualité de l'appui que nous avons noté de la part de nos frères algériens. Pour rendre plus efficace cette coopération, il est prévu ultérieurement la création d'un siège pour ce comité bilatéral stratégique Mali-Algérie. Séance de travail entre le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et la classe politique. Il s'agissait pour les présidents et les représentants des partis politiques d'enrichir les textes qui régissent la régionalisation. Les explications, c'est avec Daouda Silikidja. La régionalisation est un programme très ambitieux qui prend en compte l'ensemble des préoccupations des populations maliennes. Les enjeux et les modalités de mise en œuvre de cette régionalisation ont été l'objet de consultations du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation avec les présidents ou représentants des partis politiques ce vendredi. Nous avions aussi voulu partager avec vous une volonté politique prononcée à travers la régionalisation, prendre le sentiment, les avis des responsables politiques que vous êtes, dans la vision qui est celle de se mettre au service de l'efficacité, dans la satisfaction des besoins globaux des populations. Certains partis politiques n'ont pas caché leurs préoccupations par rapport au défi de la régionalisation. La base constituée par les communes. Les communes ont des problèmes. Nous en avons parlé. Les communes n'ont même pas de territoire propre. Et des problèmes de ressources financières se posent. Et donc, n'est-ce pas, tout cela est remonté au sommet, n'est-ce pas, constitue des problèmes. Pour enrichir le document sur la régionalisation, les contributions des partis politiques n'ont pas fait défaut. Les structures techniques doivent accompagner la régionalisation pour que les décideurs puissent travailler sérieusement et atteindre les développements qu'on a programmés. Mais nous sommes bien d'accord que les mécanismes qui sont en cours, les agences de développement
régionales, les conseils d'administration qui vont être présidés par les présidents de conseils régionaux, donc qui impliquent les collectivités territoriales. Ce sont des mécanismes qui pourront effectivement nous permettre, à partir de notre vécu culturel, de vécu social, de mettre en perspective, si vous voulez, le développement territorial à l'échelle des régions. Et la présidente de la commission électorale du district de Bamako informe les délégués de la CENI que les listes des délégués retenus pour le second tour de l'élection législative partielle en commune 5 sont affichées à la mairie de la commune 5 et au siège de la commission électorale du district. Aussi, les délégués retenus sont priés de récupérer les kits auprès des superviseurs demain dimanche 21 juin 2015 à 7h dans les différents centres respectifs. Plus de 7 milliards de francs CFA, c'est le coût de la troisième phase du programme d'appui à la mise en œuvre de la politique de la qualité de la CEDEAO au Mali. Ce programme vise à garantir la qualité des produits pour répondre aux exigences de la concurrence mondiale. La cérémonie de lancement était présidée par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdelkarim Konaté. Le reportage de Batraoui. Le programme d'appui à la mise en œuvre de la politique de la qualité de la CEDEAO au Mali est à sa troisième phase. Il vise à consolider les acquis des deux dernières phases. La conformité des produits, selon le responsable des opérations ONU du Mali, est aujourd'hui une nécessité absolue pour répondre aux exigences du marché mondial. Ce programme, qui est financé par l'Union européenne à hauteur de 7,8 milliards de francs CFA, sera exécuté en 4 années et demie au Mali. Le nouvel environnement international étant caractérisé par la libéralisation totale des marchés, l'ensemble du tissu économique et notamment industriel de nos pays doit rapidement s'ajuster à cette nouvelle donne. L'Union européenne, en tant que partenaire, a soutenu ces efforts et continue à accompagner les pays de l'UEMOA et de la CEDEAO dans ces processus d'intégration depuis de nombreuses années, en effet, et va continuer à le faire. Pour Abdelkarim Konaté, ministre du Commerce et de l'Industrie, depuis sa phase initiale, le programme a nettement contribué au développement du Mali à travers diverses réalisations. Et sans être exhaustif, on peut citer à l'actif du programme la formation et le perfectionnement des ressources humaines dans divers domaines, la dotation en matériel technique des laboratoires d'analyse et d'essai, ainsi que des organismes d'inspection et de contrôle et des autres structures chargées de la promotion de la qualité. Et le ministre Konaté de rappeler les exigences d'une production de qualité pour répondre aux besoins du marché mondial. Ces exigences peuvent prendre la forme d'obstacles techniques au commerce, qu'on appelle OTC, ou des mesures sanitaires et phytosanitaires, SPS, qui, au-delà de leur justification rationnelle, constituent de véritables obstacles pour les pays en voie de développement. Rappelons que le programme d'appui à la mise en œuvre de la politique de la qualité est exécuté dans tous les pays membres de la CEDEAO. Le médiateur de la République à la rencontre des élèves fonctionnaires de l'ENA, Baba Kibaïdara, était avec la 3e promotion de l'ENA. Les discussions ont porté sur plusieurs aspects, notamment les missions du médiateur de la République. Al-Jumatina et des sur place sont confondus. Les élèves fonctionnaires de l'École nationale d'administration poursuivent leur apprentissage avant de commencer véritablement le travail. Les futurs cadres de l'administration, notamment la 3e promotion de la nouvelle ENA, avaient en face le médiateur de la République. Les échanges avec cette autorité indépendante ne sont pas fortuits. Nous avons souhaité que ces élèves fonctionnaires soient instruits des missions, du fonctionnement, des résultats et des perspectives d'une institution qui s'est dédiée au contrôle de l'administration, étant entendu que, en qualité de futurs hauts cadres de l'administration, ils sont appelés à devenir demain les interlocuteurs du médiateur. Nommé par décret du président de la République pour un mandat non renouvelable de 7 ans, le médiateur de la République a, au cours de la rencontre, présenté en long et en large son organe pour permettre aux stagiaires d'être mieux édifiés. Les échanges ont porté évidemment sur la mission du médiateur. D'abord, le statut juridique du médiateur, son rôle, ses missions, les limites de ses missions, et aussi sa façon dont c'est organisé et ses relations avec le monde extérieur. Dans l'architecture institutionnelle du Mali, le médiateur de la République a une place à part.
Pour avoir d'autres éclaircissements sur l'autorité indépendante, Baba Akib Aïdra s'est ensuite prêté à plusieurs autres questions. La troisième promotion de l'ENA, en cours de formation, comprend 93 élèves fonctionnaires relevant des 9 corps de la fonction publique. Tenue d'une conférence de presse sur la participation du Fonds français Muskoka dans la santé des femmes et des enfants. Le fonds travaille avec 4 agences des Nations Unies, agences qui ont permis de former des acteurs sur le terrain, de mettre en place une trentaine de sites de protection de la transmission mère-enfant du VIH et d'appuyer le système sanitaire dans le nord du Mali. Jessira Damili nous en dit plus. Au Mali, chaque 100 000 naissances provoque le décès de 550 mamans et un enfant sur 9 meurt avant ses 5 ans. Des chiffres qui montrent l'ampleur de la mortalité maternelle et néonatale. Heureusement que le fonds français Muskoka du nord de la ville canadienne où il a été créé vient depuis 2010 renforcer la lutte contre ce fléau au Mali. La main agissante sur le terrain est celle de ONIFAM, de l'UNICEF, de l'UNFPA et de l'OMS. 4 agences des Nations Unies qui ont contribué à former et à mettre à niveau les structures de santé à travers le pays. La France s'était engagée à mettre 500 millions d'euros de moyens additionnels dans la santé maternelle et infantile partout dans le monde. Et principalement, bien sûr, en Afrique. Au Mali, c'est 40 millions d'euros qui ont été mobilisés depuis 2010 pour la santé maternelle et infantile par la coopération française à travers les différents instruments. Le Mali est en tête de liste des 10 pays d'Afrique au sud du Sahara retenus pour cet investissement. Grâce à ce fonds, les 4 agences des Nations Unies ont mené des missions dans les zones reculées du Mali pour faire face à certaines maladies très dangereuses pour la petite enfance comme la rougeole, le paludisme ou encore le choléra. En 2014, le fonds français Muskoka a contribué à la formation d'agents de santé communautaires. 1886 relais communautaires et agents ont été formés dans 22 districts sanitaires à des approches dites participatives. Bien entendu, on a formé aussi du personnel de santé, notamment dans la planification familiale, sur l'audit des décès maternels. Aujourd'hui, le fonds français Muskoka est à 1 an de la fin de sa première phase. En attendant, c'est une série télévisée baptisée « C'est la vie » qui continue de véhiculer des messages clés sur la santé sexuelle et reproductive, celle de la mère et de l'enfant sur la chaîne africaine A+. Lancement de l'association La Vision Nord-Sud avec comme parrain Ahmed Mohamed Agamani, ancien Premier ministre. L'initiative est d'une jeune dame du Nord en collaboration avec certains jeunes du Sud. L'association ambitionne de mener des actions de soutien aux déplacés du Nord. Le reportage de Fousseini Tounkara. La Vision Nord-Sud est une nouvelle association humanitaire qui a pour but de venir en aide aux personnes démunies en général et aux enfants en particulier. Elle est le fruit d'une réflexion mûrie par certains jeunes du Nord et du Sud. Pour marquer son lancement, Vision Nord-Sud a jugé nécessaire d'organiser une soirée de donation en faveur des déplacés du Nord. Nous avons toujours pensé que le vrai combat est celui qui donne un sens à l'avenir des enfants défavorisés, afin de leur donner une chance de devenir des acteurs clés de leur société. Une seule personne ne peut à bien mener ce combat. Il est une lutte pour tous. Étaient témoins à cette soirée de lancement les autorités administratives, les partenaires techniques et financiers et autres personnalités de bonne volonté. Sur place, ils ont tenu à contribuer pour atténuer la souffrance de nos frères déplacés du Nord. Bon, c'est un grand geste, c'est un geste noble. Parce que vous savez, actuellement, l'actualité aujourd'hui, nous sommes presque tous démunis. Donc vraiment, c'est une association qui est venue au moment où on a vraiment besoin d'eux. Pour joindre l'utile à l'agréable, les artistes de renommée comme Abdoulaye Diabaté, les comédiens ATT Junior et autres groupes venant du Nord ont émerveillé l'assistant. La promotion du dromadaire et l'autruche peut contribuer au développement socio-économique du Mali. C'est les membres du groupe Vision pour la naissance du Mali qui le disent. Ils s'engagent dans ce sens à travers la création d'un projet intitulé « Le dromadaire et l'autruche », un espoir de développement intégré pour le Mali. Agali Aga Agissa nous en dit plus.
La mise en œuvre du projet dénommé le dromadaire l'Autriche, un espoir de développement intégré du Mali, permet à coup sûr de valoriser les ressources animales au Mali. C'est pourquoi, depuis août 2013, des réflexions sont menées par le groupe Vision pour la Renaissance du Mali et le ministère en charge de la culture. La présente rencontre, troisième du genre, vise l'adoption du projet de plan d'action. Nous souhaitons qu'à l'avenir, il y ait au moins 2 grandes infrastructures dans les régions nord du pays. Il s'agit dans un premier temps de ce qu'on appelle le musée international du dromadaire et de l'Autriche. Et il y a également le chamodrome qui existe ailleurs, mais la dimension que nous souhaiterions donner au chamodrome, c'est une dimension à la fois sécuritaire, à la fois de recherche, donc scientifique, à la fois technique, à la fois culturelle, à la fois touristique. Des investissements qui pourront sans nul doute donner un nouveau visage au Mali et participer à son développement socio-économique. Ma foi en ce projet vient du fait qu'il entend lutter contre la pauvreté par une démarche de création d'emplois permanents, de développement d'unités industrielles et surtout sa tendance à vouloir développer le tourisme autour de rencontres sur le dromadaire et de l'Autriche. Nous n'avons pas la prétention de croire que c'est le seul projet qui va sortir le Mali. Nous pensons que c'est un élément important pour consolider la paix dans ce pays qui a été éprouvé. En tout cas, la promotion des potentialités locales reste l'ultime espoir pour le plein d'épanouissement des populations. Le plan d'action assorti des travaux contribuera à la mise en œuvre du projet, moyen important dans la reconstruction du Mali. Le conseil d'administration de l'École nationale d'ingénieurs Abdourahmane Baba Touré ENI a tenu une session extraordinaire et c'est Rachel Tessougué qui nous en parle. L'École nationale d'ingénieurs Abderrahmane Baba Touré s'engage à élaborer un plan stratégique pour les 5 ans à venir. Ce plan devrait asseoir une bonne politique de gouvernance, améliorer la qualité de la formation et l'adapter aux besoins de l'emploi. Le budget de ce plan s'élève à 11 milliards de francs CFA. Le conseil de perfectionnement a pour vocation de créer des filières porteuses, de voir aujourd'hui comment l'ENI peut former pour satisfaire aux besoins donc, de l'emploi. Donc créer une filière porteuse et même souvent arrêter certaines formations si ces formations aujourd'hui ne sont pas d'actualité. Notre plan stratégique s'étend sur 5 ans. Son but c'est de voir pendant ces 5 années-là, qu'est-ce que l'ENI doit pouvoir faire pour atteindre ses objectifs de développement. Ça concernera donc les équipements au niveau de l'école, comment avoir accès à l'école nationale d'ingénieurs, comment vont se faire les formations. La mise en œuvre de ce plan stratégique se fera en partie grâce à l'appui financier de la Banque mondiale. Les partenaires techniques et financiers de notre pays sont de retour depuis quelques mois, et particulièrement la Banque mondiale. Cette situation vient d'apporter un appui financier substantiel à l'enseignement supérieur au Mali. Le plan stratégique et le manuel de procédure définissent les démarches de la gouvernance. C'est pour cette raison que les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale et la coopération néerlandaise, font de leur application une exigence. Cette année, l'ENI a basculé dans le système LMD, licence master doctorat, en application des directives de l'UEMOA et des textes réglementaires de notre pays. L'élection législative partielle du 31 mai dernier en Commune 5 s'est déroulée dans un climat apaisé avec une organisation matérielle satisfaisante. C'est ce qui ressort du rapport d'observation électorale du réseau ONG d'appui au processus électoral au Mali. Fademba Keïta, reportage. Sur la base des analyses fournies par les agents mandatés au lieu du scrutin, le réseau APEM s'est réjoui de la bonne organisation de ce premier tour de l'élection législative partielle en Commune 5. Pour atteindre ce résultat, le réseau ONG d'appui au processus électoral au Mali, APEM, sur fonds propres a mobilisé 50 observateurs et 4 superviseurs afin d'apprécier le déroulement du scrutin du dimanche 31 mai 2015. Cependant, il note avec amertume quelques dysfonctionnements constatés. L'administration s'en sort assez bien par rapport à l'organisation matérielle, à la mise en place du matériel, à la disponibilité du matériel. Mais il y avait par exemple la loi électorale ou la constitution qui manquait
dans certains bureaux de vote, il y a eu des entraves. Ces entraves consistent notamment à des difficultés énormes dans l'identification des bureaux de vote par les électeurs. Pour le second tour et les élections à venir, le réseau APM recommande. C'est la mise en place d'un système d'identification des bureaux de vote fluide et porté en avance à la connaissance des électeurs. Le deuxième point, c'est la prise en compte des nouveaux électeurs sur les listes électorales. C'est conformer à la loi électorale par rapport à la désignation des scrutateurs. La prise en compte de ces différentes recommandations pourrait influer sur le taux de participation lors du second tour. Car s'il a enregistré la présence effective des agents électoraux, avec moins de 10%, la participation a été marquée par un désintérêt total des électeurs. Les responsables de l'unité de mise en œuvre du cadre intégré ont participé du 8 au 14 juin dernier à l'exposition universelle de Milan dont le thème était le développement durable, nourrir la planète. Plus de 50 pays y étaient présents, nous dit Souleymane Kenza Sidibé. Plus de 140 pays et organisations internationales ont pris part à cette grande foire d'échange et de capitalisation des savoir-faire des promoteurs, des projets de développement, des projets qui améliorent l'alimentation ou changent la vie des hommes en bien sur la planète. Le projet cadre intégré a été choisi parmi les 51 pays bénéficiaires pour l'exposition universelle Milan 2015 en raison de ses résultats quant à la valorisation de nos produits. Ici avec 3 produits. Le premier produit, c'est la mangue avec tout le processus de fabrication depuis le fruit jusqu'à la confiture, et aussi la gomme arabique avec tous ses bienfaits qui répond exactement au thème de l'exposition universelle 2015 de Milan, à savoir le développement durable et nourrir la planète. Vous savez que la gomme arabique, dans son développement, a 3 grands impacts sur lesquels nous nous sommes appuyés justement pour mettre en place le projet au Mali. Invité sous la chaîne publique RAI de l'Italie, interview diffusée sur une vingtaine de chaînes, le coordinateur a fait le plaidoyer auprès de la communauté internationale et la diaspora pour le développement de la filière gomme arabique. Un stand de 80 mètres carrés a été mis à la disposition de Limousin par le réseau Keep School International. Que d'affluence, le stand a reçu la visite des personnalités et pas des moindres. Le président de l'Assemblée nationale de l'Espagne, le directeur exécutif du cadre intégré venu de Genève pour la circonstance. À la fin, un partenariat a été scellé entre le ministère du Commerce du Mali et le réseau Keep School International, dont les responsables sont convaincus de l'efficacité des projets cadres intégrés. Nous avons l'idée de créer un programme de construction des agences de développement économique local aussi sur le terrain du Mali, avec l'accord du gouvernement du Mali. À terme, il s'agira de mettre sur pied des agents de développement local, c'est à travers le fonds global du réseau Keep School International. Nous avons déjà mis en place le socle d'un partenariat qui ne fait que commencer. Keep School est surtout présent dans 18 pays, mais dans les pays d'Amérique latine. En Afrique, ils sont présents au Sénégal déjà et en Égypte. Alors, j'espère bien que le Mali, ça va être officialisé bientôt. Ici au Mali, en 3e région, après Sikasso, c'est la capitale du Bani Mounouti qui a accueilli la foire exposition des intrants agricoles, une opportunité qui aura permis au monde agricole de Bougouni de s'approvisionner en intrants de qualité, mais surtout de nouer des relations multiformes entre acteurs impliqués. Daouda Diakiti. Après Sikasso, l'honneur était à Bougouni d'accueillir la foire d'exposition des intrants agricoles. C'est une initiative de l'Organisation nationale de renforcement des capacités des agroduleurs en distribution d'intrants de qualité et d'encadrement des producteurs pour l'accroissement de la production et de la productivité. L'activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de diffusion à grande échelle des systèmes de production du sorgho et du mil, financé par l'USAID à travers l'institution de recherche ICRISAT. Cette stratégie d'organiser des foires nous permet d'approcher les sociétés, les agroduleurs, directement des consommateurs qui sont les paysans et de protéger leurs revenus. La finalité recherchée, c'est vraiment une autosuffisance alimentaire. Un cadre d'échanges commerciaux qui aura permis aux producteurs du Bani Mounouti de s'approvisionner en intrants de qualité, des semences sélectionnées certifiées et aux distributeurs de nouer des relations multiformes.
Nous sommes très heureux aussi parce que ça nous a permis aussi de faire connaître nos produits, les produits que nous sommes venus présenter. Aussi, c'est de tisser des relations entre les partenaires qui font les mêmes activités que nous. Occasion pour les autorités administratives, politiques et services techniques de saluer cette initiative en visitant les stands proposant au public une gamme variée de produits et d'équipements avant d'inviter les organisateurs à plus de vigilance. J'ai confiance aux exposants qui sont là. J'espère qu'ils vont nous vendre des produits de qualité pour améliorer la production et la productivité au niveau du cercle de Bougouni, partant assurer l'autosuffisance alimentaire au niveau du cercle de Bougouni. Au regard de l'intérêt qu'a suscité l'organisation de cette foire auprès des acteurs, l'on peut espérer que c'est bien parti pour une campagne agricole réussie dans les Bani Mounouti. Clôture hier, vendredi, de la première session de la Cour d'assises de Caille au titre de l'année 2014-2015. Sur les 48 affaires criminelles inscrites au rôle de cette première session, 44 ont été jugées. Kansutu Kanouté nous en parle. Au terme de 3 semaines de travaux de cette première session, sur 48 affaires criminelles inscrites au rôle, ce sont 44 dossiers qui ont pu être jugés. Une condamnation à mort, une condamnation à perpétuité, 17 condamnations à temps, 17 par contumace, 9 à l'amende, soit 106 500 000 francs CFA, 8 condamnations assorties de sursis, un arrêt d'inspection de l'action publique, 9 ordonnances d'acquittement et 5 arrêts civils. Dans son réquisitoire, le procureur général s'est dit réjoui de constater que les affaires ont été examinées avec sérieux, professionnalisme et beaucoup d'enthousiasme, avant de décliner certaines observations à l'endroit de la police judiciaire et de la justice par rapport à certaines insuffisances constatées dans la conduite des procédures. L'absence des certificats médicaux dans les crimes de sang, dans les cas de crimes de sang, de pédophilie et de viol. L'absence de l'expertise médico-psychologique ou expertise mentale. L'examen du rôle général de cette première session révèle un nombre assez élevé des cas de viol et de pédophilie, qui est de 13 cas sur un total de 48 affaires. Ces infractions qui constituent des cas d'atteinte grave aux mœurs se commettent dans l'indifférence générale et suscite peu d'émotion de la part de nos concitoyens. Le représentant du bâtonnier de l'ordre des avocats de Caille a remercié ses collègues pour avoir mouillé la robe en défendant avec abnégation les dossiers pour lesquels ils ont été constitués, avant d'ajouter que la présente session fut une réussite. C'est parti pour les travaux de rénovation du 5e groupement de la garde nationale de Mopti, financé par le MINUSMA. Les travaux devront durer 3 mois. L'exécution sera assurée par des entreprises locales. Aminata Touré nous en parle. Ce coup de pinceau, c'est pour embellir l'image du camp des gardes après celle de la police et de la gendarmerie. L'œuvre est de la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. C'est un processus qu'on a initié en accord avec le ministère de la Sécurité, les différents directeurs généraux, le chef d'état-major de la garde, pour renforcer les capacités opérationnelles des unités sur le terrain. Et Inch'Allah, dans 3 mois, on viendra inaugurer les réhabilitations avec la mise à disposition des équipements. En 3 mois donc, le 5e groupement de la garde nationale de Mopti sera cité parmi les plus modernes au Mali en termes d'image et de savoir-faire. Au-delà de ces gestes, la MINUSMA a toujours bien voulu mettre aimablement et gracieusement ses connaissances et ses expériences à la disposition des services de sécurité en vue de créer un climat de paix. Nous réitérons ici tous nos engagements à faire une très bonne collaboration avec la MINUSMA pour qu'elle puisse demain, à travers nos actions de construction comme celle-là, contribuer grandement à l'amélioration des conditions de vie de nos soldats. Des soldats qui se battent nuit et jour pour que nous dormions en paix et dans la quiétude. En deuxième région, les officiers et sous-officiers en formation à l'école d'état-major ont reçu ce mardi leur diplôme de fin d'études. Il s'agit de la 17e promotion des officiers stagiaires d'administration et la 19e promotion des sous-officiers d'administration du certificat technique. Ousmane Koïta, correspondance. Ils sont 30 officiers stagiaires de la 17e promotion de l'école militaire d'administration EMA
Les 30 sous-officiers stagiaires de la 19e promotion du certificat technique premier degré CT1 à recevoir les diplômes. Ces officiers et sous-officiers de 17 nationalités africaines ont respectivement effectué 9 mois de formation pour les officiers et 16 semaines pour les sous-officiers. C'est pour renforcer leurs capacités en matière de gestion administrative militaire, financière, comptable et budgétaire. Vous êtes donc efforcés de me suivre, parfois de me subir. Mais aujourd'hui, les résultats que vous avez obtenus, tant à l'écrit qu'à l'oral, sont d'une très grande qualité, au-delà de mes espérances initiales. Vous êtes bien sûr tous diplômés. Tout le mérite vous en revient. Durant leur formation, ces officiers et sous-officiers ont su mettre leur expérience à profit pour relever les défis du moment axés sur les techniques administratives et financières. En remettant les diplômes aux bénéficiaires, le directeur de l'école militaire a prodigué des conseils aux récipiendaires. La revue des troupes et la remise des distinctions de l'EMA aux 3 premiers de chaque promotion ont mis fin à la cérémonie. L'association des jeunes des camps et directeurs du service social des armées viennent de mettre à la disposition des femmes veuves militaires et paramilitaires un important lot de produits. Aïssata Saliou Maïga, reportage. Ce don est composé de 100 bidons de 5 litres d'huile, 100 paquets de pâtes alimentaires, d'1 tonne de sucre et plus de 4 tonnes de riz et de nattes, entre autres. Il est destiné aux veuves militaires et paramilitaires. En plus de ce don, l'association des femmes des camps a aussi remis 10 lots à usage d'habitation aux bénéficiaires. Les associations des femmes des camps, en collaboration avec la direction du service social des armées, ont initié cette action solidaire dans le but d'apporter un soutien à nos sœurs veuves à l'occasion du mois de Ramadan pour témoigner toute leur affection. À travers cette action, la direction du service social des armées et l'association des femmes des camps veulent accompagner les veuves en ce mois de Ramadan. C'est l'occasion pour moi donc de lancer un vibrant appel à toutes les personnes de bonne volonté de venir en aide aux heureuses bénéficiaires pour la construction des lots et pérenniser un tel événement afin de réaliser assez de toits au profit de nos veuves et leurs familles. Le geste a été salué par les bénéficiaires. Je suis venu ici pour les dons. Chaque année, ils nous donnent les dons et puis chaque 3 mois, ils nous offrent beaucoup de choses. Du lait, la viande, du sucre. Donc moi, je les remercie beaucoup. À noter que l'association des femmes des camps existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Elle a pour but d'aider à l'épanouissement des femmes tout en améliorant leurs conditions de vie. Et en parlant du mois de Ramadan, la conférence épiscopale du Mali et l'ensemble de la communauté chrétienne adressent leurs vœux de bon Ramadan à la communauté musulmane du Mali. Nous nous unissons aux prières qui seront adressées à Allah le Tout-Puissant afin que notre pays retrouve la paix, l'unité et la cohésion en tous ses fils et qu'Allah nous accorde une fructueuse saison de pluie pour le bien-être des populations, qu'il épargne notre pays de la haine et de toute calamité. Amen. C'est signé la conférence épiscopale du Mali. Sport, football. La 20e Coupe du Monde des moins de 20 ans s'est achevée en Nouvelle-Zélande par le sacre de la Serbie en finale. La Serbie s'est imposée 2-1 face au Brésil pendant les prolongations, mais auparavant le Mali a battu 3-1 le Sénégal en match de classement pour la 3e place. Une belle performance pour les Aiglons QV 2015 qui imite ainsi la génération de 1999. Et nous avons justement ce message de félicitations du président de la République, chef de l'État, à l'équipe nationale de football des moins de 20 ans, médaillée de bronze à la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Chers compatriotes, mes chers enfants, ce 20 juin 2015 rentrera dans les annales de l'histoire glorieuse de notre pays comme une date charnière marquant le début d'une ère nouvelle, caractérisée par notre volonté commune de réussir la paix et la réconciliation nationale d'une part, ainsi que notre détermination en tant que nation à relever tous les défis qui se dresseront sur notre chemin d'autre part. Au moment où tous les regards étaient tournés vers le centre international de conférence de Bamako, où devait se tenir une importante cérémonie pour sceller définitivement la paix et la réconciliation nationale entre les fils
fils du Mali. Voici qu'Auckland, en Nouvelle-Zélande, vous nous adressez ce beau message d'espoir en vous hissant sur la 3e marche du podium de la Coupe du Monde de football des moins de 20 ans après un parcours qui nous emplit d'honneur et de fierté. Mes chers enfants, au nom du gouvernement, des institutions de la République au mien propre, je vous adresse mes très chaleureuses félicitations dans cette compétition très relevée. Vous avez joué à vous faire plaisir. Nous avons rêvé avec vous au cime et atteindre, et dans l'allégresse, tout un peuple célèbre ses héros, victorieux de nombreux adversaires de très grande qualité. Je voudrais associer à cette belle performance sportive l'encadrement technique, la Fédération malienne de football, le Comité national olympique et sportif, les supporters ainsi que le département des sports dont je salue la qualité du management. Mes chers enfants, dans le contexte actuel de notre pays, la médaille de bronze que vous nous ramenez de Nouvelle-Zélande est d'or. Cette belle médaille conquise au bout de l'effort et du sacrifice d'un collectif qui a su se faire respecter par ses différents adversaires confirme, s'il en était encore besoin, le retour du Mali qui compte. Ce pays fier de son histoire, ce pays résolument engagé à prendre en main son destin, ce pays qui ne reculera devant aucune adversité pour défendre ses couleurs nationales dans les arènes internationales. Et en vous, mes chers enfants, je salue un collectif de qualité et des individualités qui seront, dans les années à venir, écrire des pages encore plus glorieuses de notre football. Comme en 1999 au Nigeria, où Seydou Keita avait ébloui le monde entier de sa classe, cette année, c'est Adama Traoré qui s'adjuge le trophée individuel de Ballon d'Or qui récompense le meilleur joueur de la compétition. Pour lui comme pour ses coéquipiers, nous exprimons notre fierté. À chacun et à tous, je renouvelle mes chaleureuses félicitations et instruis à votre département de tutelle de vous réserver un accueil digne de votre performance. Signé Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Et maintenant, voyons les temps forts des matchs Mali-Sénégal, Serbie-Brésil avec Al-Djoubatina. Éliminés in extremis en demi-finale, les Aiglons du Mali QV 2015 terminent en beauté la compétition. Ils s'offrent ainsi la 3e place au profit du Sénégal. Pourtant, tout avait mal commencé pour Djigui Diarra et ses coéquipiers. Les Lionceaux du Sénégal, sans être impressionnants dans le jeu, parviendront tout de même à trouver l'ouverture. Attention maintenant ce contrôle, à cette frappe. Il y a le but du Sénégal. Les Aiglons, conscients de leur mental et de leur talent, s'y remobilisent et s'illustrent au bon moment par l'entremise d'Adama Traoré sur coup franc. Adama Traoré directement sur le but et voilà le but Traoré d'Adama Traoré. Quelques minutes après, ils vont avoir l'opportunité sur penalty de prendre l'avantage. Mais Falaye Sako perd son sang-froid devant le gardien sénégalais Iboussi. Ces penaltys ratés n'entament nullement le moral des Aiglons. Le métronome Adama Traoré va encore s'illustrer pour son doublé du match, soit son 4e but de la compétition. Les Lionceaux, à leur tour, bénéficieront d'un penalty. Mais l'Impérial Djigui Diarra sauve les siens. Et en fin de rencontre, Adama Traoré délivre une passe décisive à Diaye Samasekou, qui donne plus d'ampleur à la victoire des nôtres, qui s'impose 3-1. Après 1999, avec la génération de Seydou Keita, Mamadou Diarra Dila, Mamadou Dissa, et revoilà une autre génération qui vient de faire vibrer tout un continent en Nouvelle-Zélande. Entre autres, Youssouf Kone, Abouakar Doumbia, Suleiman Diarra. Le Mali monte ainsi sur le podium de la 20e Coupe du Monde des moins de 20 ans. Série sur le gâteau, tout comme Seydou Keita en 1999 au Nigeria, Adama Traoré, auteur de 4 buts et 3 passes décisives, a été désigné meilleur joueur de cette Coupe du Monde junior. S'agissant de la finale entre le Brésil et la Serbie, elle a tenu toutes ses promesses, puisqu'à l'issue du temps réglementaire, les deux formations étaient à égalité d'un but partout. Place alors aux prolongations, et c'est à 2 minutes de la fin de